On va passer à l'intervention de Denis Bertrand. Denis Bertrand, que tout le monde ici connaît, est professeur émérite de cinétique et littérature à l'Université Paris 8, Vincennes à Saint-Denis. Il a co-dirigé pendant très longtemps ce même séminaire. Il a été aussi président de l'Association française de cinétique, surtout à l'époque de l'organisation du congrès à l'UNESCO de commémoration du centenaire de la naissance de Grémas en 2017. Il est un spécialiste, comme vous le savez très bien, des sémiotiques littéraires et aussi des relations entre phénoménologie, rhétorique, figurativité. D'ailleurs, comme il vient de l'annoncer, il coordonne un numéro qui est en partie issu d'un séminaire qu'il a organisé à Puebla sur la figurativité. Il a beaucoup d'autres centres d'intérêt dans le domaine de la sémiotique sociale et politique. Vous connaissez, ce qui lui a valu une grande popularité audiovisuelle. Il a avec deux émissions télé un peu importantes, surtout une qui s'appelait Des Savillons Lait, qui malheureusement n'existe plus, où il intervenait toujours avec des finesses et pertinences sémiotiques sur l'image politique. Et il continue une activité toujours plus grande, nationale et internationale. Il est aussi co-directeur de la collection Semios de la Rapa. Bientôt paraîtra un nouvel ouvrage intitulé La mobilité enrayée. Il a écrit un nombre incalculable d'articles. Je ne citerai que quelques ouvrages: L'espace et l'essence, Germinal de Missola, Parler pour convaincre, Rhétorique et discours, Précise des sémiotiques littéraires. Il a co-dirigé plusieurs ouvrages, dont Résumé de sémiotique de la temporalité avec Jacques Fontany, ou avec Van Tarot, à même le sens, livre d'hommage à Jacques Fontany. Par ailleurs, Denis, il faudrait bien le signaler parce que je trouve que c'est très important. Notre talent, et c'est lui son souci pédagogique, et de ces soucis pédagogiques, ils sont nés plusieurs ouvrages de production classique de la littérature. Et donc, c'est toujours un plaisir d'écouter, de partager avec Denis un temps, notre temps. Et aujourd'hui, il nous parlera d'intelligence artificielle générative et rhétorique discursive. Disruptive. Disruptive, pardon. À toi, la parole. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être une petite position d'étoffe pour commencer. Dans une note à un ami, lorsque je préparais cet exposé pour le séminaire, je lui écrivais « Le sujet m'impressionne tant il est à la mode. Tant et tant de textes et de commentaires ont été et sont produits quotidiennement à son sujet, tant et tant de disciplines sont convoquées à son chevet. Vertige à tous les étages. » J'ajoutais, c'est pour moi comme si j'étais tout à coup invité à chanter un solo de la Missa Solemnis au Vatican. En fait, comme l'écrit aussi Alexandre Geffen, ce phénomène est même marquant, je cite Alexandre Geffen, depuis la fin des années 2000, ces algorithmes et ces modèles s'infiltrent dans toutes les strates de la culture et de la société, de l'économie et de la politique, de la science, des opérations militaires, partout. Leur usage soulève de multiples questions éthiques, épistémologiques, politiques et géopolitiques, d'autant qu'il nécessite de colossales ressources matérielles et environnementales. Fin de citation. J'ai même demandé pour ma part à ChatGPT de m'indiquer l'impact CO2 de chacune de mes petites sollicitations. On lit encore de Daniel Andler, philosophe des sciences et mathématicien, dans une récente publication dont je parlais à plusieurs reprises, que je vais citer à plusieurs reprises au cours de cet exposé, que vous avez sans doute vu, la revue AOC Intelligence artificielle. Andler écrit « Depuis que ChatGPT a éclaté, tel un coup de tonnerre dans l'actualité, l'intelligence artificielle suscite une vraie tempête sous nos crânes. On y pense, on s'en alarme, on s'en émerveille, on s'en méfie. Chacun y va de son avis. Les experts offrent explications des prédictions. Les faiseurs d'opinion proposent leur synthèse. Les instances professionnelles et politiques s'affolent. » Et la sémiotique dans tout ça. Son premier constat sur le plan de l'expression pourrait être de voir dans cette prolifération, dans cette explosion de discours, un symptôme. Je ne m'y arrêterai pas parce que ça nous sort à toute notre discipline. Néanmoins,
La question qu'on ne peut s'empêcher de poser est celle-ci. Quelle peut être la contribution disciplinaire de la sémiotique à l'intelligence artificielle générative, que je l'appellerai désormais IAG, au sein de cet immense concert de prise de parole venu de tous les horizons? Cet événement de discours massif atteste sans doute, avec sa transversalité universelle, l'importance considérable de la révolution en cours au sein de l'activité humaine de langage et de représentation. Et si on fait un retour sur les exposés présentés au cours des presque 2 années de ce séminaire, je pense en particulier à la publication récente du dossier sur Semiotica, la revue Semiotica numéro 262 au début de cette année, on peut constater que de multiples réponses ont déjà été apportées à cette question de la contribution sémiotique. Il me semblerait utile, pour ma part, qu'on établisse, ou que soit établie une typologie de ces apports pour mieux en prendre la mesure, car il se présente, me semble-t-il, pour l'instant de manière un peu éclatée. Peut-être qu'ainsi, la sémiotique aurait la chance de faire entendre son filet de voix au milieu des disciplines. Dans la grosse vingtaine d'intervenants, 20 à 25 intervenants dans ce numéro de la revue AOC, il y a 7 philosophes, 4 sociologues, 4 spécialistes du numérique, 4 spécialistes des différents arts, un juriste, un littéraire et un linguiste. C'est une véritable distribution disciplinaire hiérarchisée, pourrait-on dire. Par ailleurs, du point de vue de la sémiotique, une autre question, je crois, se pose, qui est liée à l'objet. Comment l'IAG ébranle-t-elle, si c'est le cas, l'édifice théorique de la sémiotique, qui est son cœur de métier, la théorie du langage? Quelle nouvelle boîte noire lui présente-t-elle? Voilà le contexte général de l'exposé que je voudrais vous présenter. C'est dire que la piste que je me propose d'explorer ici est extérieure aux processus et procédures internes à la productivité discursive de l'IAG. J'évoquerai, certes, pour commencer, ma modeste expérience pratique avec ChatGPT, le chat notamment, mais sans m'y arrêter vraiment, étant ignorant des mécanismes internes de production, des modèles statistiques et des procédures de corrélation mises en œuvre. Il s'agira pour moi d'entrer dans la dimension énonciative, qui sera mon point focal. Mais auparavant, pour essayer d'appréhender l'impact de l'IAG sur nos pratiques et sur nos imaginaires du discours, je reprendrai la comparaison avec l'irruption de l'imprimerie dans la culture de l'écriture, telle que Victor Hugo la décrit de façon saisissante au milieu de son roman Notre-Dame de Paris, paru en 1831, dans un chapitre intitulé « Ceci tuera cela ». Je vais mettre le plan, une belle page suivante, si tu veux bien. La deuxième, non, tu passes ça, c'est le résumé, voilà. Si vous pouvez lire. Ceci tuera cela. L'imprimerie tuera l'architecture qui fut la première et la grande écriture du genre humain. Plus largement ensuite, mon exploration consistera à confronter l'IAG à la rhétorique classique. Et ça pour 2 raisons. D'une part, parce qu'elle partage avec la rhétorique le souci de l'efficacité persuasive et l'illusionnisme véridictoire de ses productions. Je pense à l'article de Dario Compagno, publié dans Semiotica, intitulé « La notion de vérité à l'épreuve de l'intelligence artificielle ». Et ce sujet de la vérité est évidemment transversal à un très, très grand nombre de publications touchant l'IAG. Et je prolongerai un peu cette question en me demandant par quel chemin spécifique procède l'efficience véridictoire supposée. Et je préciserai, est-ce ou n'est-ce pas celui de l'hypnocratie? Je reprends ce néologisme, hypnocratie, au livre qui vient de paraître, sous la signature du philosophe John Wei-Sun. Ce livre-là, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, ce livre du philosophe Jian Wei-Sun, lui-même généré par l'intelligence artificielle, publié, et le livre est intitulé Hypnocratie, sous-titré Trump, Musk et la fabrique du réel, publié par Philosophie Magazine, et en partie seulement écrit de façon hypnotique sous IA, comme on le dirait sous LSD. La seconde raison
et que la sémiotique a entrepris depuis longtemps d'interroger avec ses propres concepts la rhétorique elle-même, ses notions, ses procédures, ses finalités, et que cette interrogation peut étendre sa portée vers l'IAG avec, je crois, un certain profit. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire et en allant dans cette direction. Et je parlerai plus précisément ici de rhétorique disruptive en interprétant cette expression de 4 manières différentes. Premièrement, j'envisagerai rapidement l'usage rhétorique du disruptif, mot d'ordre de la Silicon Valley, impliquant un paradoxe aspectuel remarquable, une sorte d'oxymore, le paradoxe d'une incoativité permanente. J'interrogerai ensuite, dans un deuxième temps, la dimension proprement disruptive d'une rhétorique qui contient sa négation en elle-même, dans la mesure où elle fait apparaître la textualisation. Pardon, elle fait disparaître la textualisation au sens qu'on a donné à ce concept en sémiotique. J'entends par là le déploiement articulé par la rhétorique classique sous le titre de dispositio, propre à l'action de discourir, qui disparaît au profit de l'immédiation des données. Précisément, données de manière quasiment instantanée. Troisièmement, je m'intéresserai à ce qui me paraît être une rupture au sein de l'élocutio, cette partie de la rhétorique qui s'attache aux figures, aux tropes, comprises comme des événements de sens, comme des irruptions d'intensité, comme le notait Claude Silberberg, tonique ou atome, qui sont toujours dans l'ordre du survenir, une métaphore, une prosopopée, etc. Alors qu'un des traits de l'IAG consiste au contraire, me semble-t-il, à transformer la figure événement en ordinaire référentiel de la signification. Je parlais particulièrement de la catachrèse, de la métaphore oubliée, de la prosopopée et de la personnification. Quatrièmement, enfin, phénomène disruptif majeur dans l'ordre de la syntaxe, je me demanderai ce qu'implique la promotion du moteur syntaxique de la récursivité au cœur de l'IAG. La récursivité m'apparaîtra comme un mécanisme hautement générateur de simulacres, et comme on va le voir, on peut l'élever à mes yeux aujourd'hui de grands motifs culturels emblématiques de notre époque. C'est un sujet sur lequel je me suis déjà il y a longtemps exprimé, et je vais revenir un peu sur cette hypothèse. Bref, l'analyse des propriétés du récursif me conduira à conclure, à tenter d'apporter une contribution à 2 questions touchant l'intelligence artificielle générative et ses appropriations créatives, comme le donne l'intitulé même du séminaire, questions qui le traversent et qui sont celles de l'énonciation et celles du style. Là, ce programme, je ne sais pas si tu me diras après si c'est là que je m'arrête. Je progresse. Donc, tout d'abord, un premier point, si vous voulez, on peut passer à la diapo suivante, d'expérimentation. Un mot sur mon expérimentation. Comme tout le monde, j'utilise cet outil pour le moment de façon assez ponctuelle, parce que je sais que c'est ceux qui utilisent cet outil qui, évidemment, l'utilisent quotidiennement à chaque clinique, et surtout, je l'utilise sans vraiment lancer de défi à la machine. Je vous en donne un rapide exemple. Je travaille depuis quelque temps autour du réaménagement des abords de Notre-Dame de Paris, avec un groupement d'architectes et de paysagistes dirigé par un paysagiste belge assez connu dans le milieu qui s'appelle Bas Smet, qui a remporté l'appel d'offres lancé par la ville de Paris sur ce projet de réaménagement après la restauration de la cathédrale, le réaménagement de ses abords. Ce travail, ma contribution, a pris d'abord la forme d'une étude de sémiotique urbaine pour la ville de Paris. Une version d'ailleurs développée de cette étude vient d'être publiée dans un livre que vous pourrez faire circuler dans le séminaire, qui vient de paraître, Immagini di Città, Image de la ville, dirigé par Federico Montanari et Emilio Cocco, aux éditions Il Sileno. Mon étude porte le titre Syncrétisme, panchronie et polyphonie des langages urbains, Notre-Dame de Paris et ses abords. Et j'assure actuellement la rédaction des panneaux qui seront donnés à lire aux quelques 13 millions de visiteurs annuels prévus
de ce site dans les prochaines années. Texte très cadré de 1500 signes, plus un chapeau de 240 signes, sur les panneaux en question qui seront plantés ça et là autour, enfin 12 panneaux sont prévus. Et le texte sera ensuite développé via un QR code à différents niveaux de spécialisation. J'ai donc posé mes questions à deux moteurs de recherche, ChatGPT et le chat, qui est le moteur de recherche français, en quête surtout de distinction des registres de discours et des profils de destinataires. Et c'est ce qui relie ça à mon propos, si vous voulez, ma question, la curiosité portait sur la gestion de la variation énonciative. Pour vous présenter, je vais te dire, c'est pas du tout visible, je le sais, mais c'est un peu, c'est plus courant. Vous pouvez voir les titres en jaune. Je vous présente sur la diapositive quelques réponses données par le moteur de recherche sur le panneau cryptarchéologique. La cryptarchéologie qui se trouve sous le parvis, que vous avez sans doute, peut-être sans doute visité. Et j'ai demandé au moteur de recherche de m'écrire la réponse en 3 versions. Première question à ChatGPT. Hello, peux-tu me raconter en français facile, Falk, l'histoire de la crypte archéologique sous le parvis de Notre-Dame de Paris? Bien sûr. Voici l'histoire de la crypte archéologique sous le parvis de Notre-Dame de Paris en français facile à lire et à comprendre. FALC, F-A-L-C, c'est un code du ministère de la Culture pour la communication vers le grand public des produits du ministère de la Culture. Et donc, voilà. Et vous voyez, ça se découpe en rubriques. Un trésor sous terre, une découverte par surprise, que peut-on voir dans la crypte, un musée sous la ville. 4 entrées, quelques items. Deuxième, diapo suivant, deuxième question à ChatGPT. Bonsoir, peux-tu maintenant me raconter, pour un public d'historiens et d'universitaires, l'histoire de la crypte archéologique sous le parvis de la cathédrale de Paris? Bien sûr, il le fait pour un public d'universitaires spécialisés. Vous voyez que le découpage qui va être sur 2 diapos, parce que c'est beaucoup plus long, s'intitule Genèse et découvertes archéologiques, avec des fouilles préventives, etc., des dates. Ensuite, stratigraphie et vestiges mis au jour, avec la double période gallo-romaine et période médiévale, le tout présenté sous le signe d'un stratifié complexe permettant de retracer plus de 2000 ans d'histoire urbaine. Ensuite, de la préservation au musée souterrain. Et enfin, plus généralement, un site clé pour l'histoire de Paris. Donc, on a une dissertation pour une dissertation d'historien. Et j'ai posé cette même question, dans les mêmes termes, à l'autre moteur de recherche, le chat, par référence au chatbot, bien sûr, et lui m'a aussi proposé, c'est la diapo suivante, un découpage très académique et très historique, un contexte historique, découvertes et fouilles, vestiges gallo-romains, période médiévale, période moderne, la suivante, musée et valorisation, importance scientifique et conclusion. Oui, c'est une structuration, tout ça évidemment sorti en moins de 10 secondes. Vous savez, ça m'intéresse, c'est la rapidité, le tempo, il me passé quand même. Et puis, emporté par mon élan, curieux des registres discursifs, j'ai demandé à ChatGPT et à le chat une version en vers, cette fois. J'aurais posé la question suivante. Peux-tu me raconter l'histoire de la crypte archéologique de Paris en alexandrin? J'ai obtenu 2 poèmes que je vais vous lire, au moins par curiosité. Le chat. Salut, voici l'histoire de la crypte archéologique de Notre-Dame de Paris en vers alexandrin. Sous les pavés de Paris, une histoire se cache. Crypte de Notre-Dame, un trésor, qu'on le sache. L'île de la Cité offre à ses ouvriers des vestiges anciens par le temps oublié. Des fouilles ont révélé des secrets enfouis, des thermes des Romains aux murs épanouis, des fondations d'églises, des traces de maisons, témoins silencieux de multiples saisons. La crypte, sous la place du parvis, nous compte
l'histoire de Lutèce, ville qui nous enchante. Des siècles ont passé, mais tant de pierres parlent, de prières, de vie, de destin qui s'alarment. Notre-Dame veille, majestueuse et fière, sur ces trésors cachés sous notre terre entière. Visiteurs curieux, venez donc découvrir les secrets du passé qu'il nous faut ressentir. Ainsi, l'archéologie de la crypte enseigne l'histoire de Paris, riche et pleine de peine. Des thermes aux églises, des maisons au palais, un discours dans le temps qui jamais ne se tait. Pas mal quand même. C'est du Victor Hugo. Hein? C'est du Victor C'est du Hugo. Victor Hugo. Et ChatGPT en a fait un autre qui n'était pas mal non plus, donc je le sais rapidement. Voici une petite évocation de l'histoire de la crypte archéologique de Notre-Dame de Paris en vers alexandrin. Dans le cœur de... Ça, c'est sûr. Tu peux le montrer aussi. Quel numéro? C'est encore. Encore. Voilà, ça c'est celui que je viens de lire, le chat, et après c'est suivant. Voilà. Dans le cœur de Paris, sous notre cathédrale, se cache cette crypte, un trésor intégral. Des vestiges anciens, témoins du passé, racontent des récits que le temps a laissés. Sous les pavés mouillés, notre histoire s'éveille. Des ruines romaines, un monde sans pareil. Des murailles de pierre, d'argile ou de bois révèlent des secrets, des échos des émois. Au cours de tant d'années, notre ville a changé. Des hommes, des croyances, des rêves partagés. La crypte est gardienne de milliers de mémoires, éclaire le présent, illumine l'histoire. Aujourd'hui, son silence d'ombre nous prescrit de plonger dans le temps, dans la vie qui s'écrit. Ainsi, sous Notre-Dame, en ce lieu si sacré, l'histoire se dévoile et nous fait voyager. Alors évidemment, il ajoute, j'espère que ces vers te plaisent. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à demander. Évidemment, je ne vous cache pas que j'ai un petit peu retravaillé. Très légèrement, pour des questions de prosodie, etc., pour ajuster la prosodie. Mais enfin, ce qui me paraît intéressant, si vous voulez, c'est que, évidemment, ce qui me paraissait intéressant, c'est d'essayer d'interroger la variation de registre. Alors, pour ma part, j'avais parallèlement, c'est le diapo suivant, écrit hors ChatGPT et hors moteur de recherche, le texte qui sera publié, probablement, qui s'intitule Crypte, archéologie de la ville. Je vous le lis rapidement, c'est très court. Année 1960, la voiture est reine. Le parvis est un parking. En 1962, la décision de le déplacer au sous-sol révèle, lors de sondages préalables, le passé de la ville depuis les bains gallo-romains de l'ancienne Lutèce jusqu'aux égouts haussmanniens. Ça, c'est le chapeau. Crypte signifie caché. Ce lieu sous les églises abrite les tombeaux des saints et des dignitaires. Ici, pas de sépulture consacrée, mais des vestiges d'archéologie. Le mot crypte sacralise plus de 2000 ans d'histoire. Sans le parking, point de fouille, dit un historien. Pour libérer le parvis de l'emprise automobile, le conseil municipal décide en 1962 de creuser un parking souterrain, le premier à Paris. Deux architectes, Herman et Jouve, dirigent le projet. André Malraux, ministre des Affaires culturelles, impose des fouilles préventives. Et quel résultat? On retrouve les traces d'un quai, le port de l'antique Lutèce, celles des thermes gallo-romains, celles des premiers remparts du IVe siècle contre les invasions du Nord, celles des fondations de la cathédrale carolingienne antérieure à Notre-Dame, de la chapelle de l'ancien Hôtel-Dieu et de l'hospice des enfants trouvés, détruits par Haussmann, jusqu'aux égouts du XIXe siècle. L'étendue du parking est limitée pour laisser la place au musée archéologique, la crypte. Se concentrer de l'histoire de Paris ne se limite pas au lieu. Les vestiges révèlent une vie urbaine, commerce sur la Seine, défense militaire des remparts, vie domestique dans les maisons, hygiène et loisirs urbains. L'ouverture de la crypte au public a lieu en 1980, la fermeture du parking aux automobiles en 2015. Ces deux étages fusionnent aujourd'hui pour créer un espace d'accueil ouvert à la lumière côté Seine et à l'ombre côté crypte. Alors, on n'a pas le temps de commenter, mais je voudrais juste dire qu'un commentaire sur tout ce corpus, si vous voulez, pourrait porter sur ce qu'on appelle la grammaire énonciative, c'est-à-dire comment on remonte des formes énoncées du discours au profil du destinataire induit, et comment ce profil du destinataire est littéralement calibré par les formes du discours et s'y projette en quelque sorte en miroir.
à travers la syntaxe phrastique, les choix lexicaux, les modes d'adresse, les modalisations, etc. Le déclencheur du registre est dans le prompt, soit par la mention d'un rôle thématique, universitaire, public, soit par la prescription d'une forme rédactionnelle. Rien de bien original, mais ça marche. Et donc la question qui se pose est de savoir de quelle nature est donc, que je me pose, de quelle nature est donc cette énonciation et comment l'analyser. Deuxième point, la révolution de l'IA. Ceci tuera cela. L'extraordinaire profusion contemporaine des discours sur l'IAG, tout registre confondu, montre qu'en deçà et au-delà des aspects technologiques, il y a un incontestable impact passionnel, entre promesses et menaces, entre fascination et inquiétude. Il faut, dit Cédric Villani dans un exposé en décembre dernier, je le cite, dégager l'IA de toute la gangue de confusion qui l'enserre et qui génère des effets passionnels. Le numéro de la revue en ligne AOC, dont je viens de parler, Intelligence artificielle, présente deux éditoriaux en parallèle, présente deux colonnes éditoriales, dont le premier est rédigé par ChatGPT, après avoir été nourri par l'ensemble des 25 articles du numéro de la revue, et le second, rédigé par le responsable éditorial. Le second commente le premier, et on y lit, je cite, une intelligence artificielle veut donner l'illusion qu'elle sait tout, qu'après avoir tout ingurgité, elle a tout digéré, reprenant tout sans vergogne à son compte pour en faire bien souvent de l'eau tiède. On peut noter évidemment la personnification anthropomorphe, l'intentionnalité rédhibitoire, elle veut donner l'illusion, l'assumption du savoir, l'appropriation indue, la passion morale de la honte, sans vergogne, l'intelligence moyenne car stéréotypée, l'eau tiède, tout un ensemble de jugements, et c'est bien le portrait d'une personne totale qui s'esquisse ici. Contre cette appropriation universelle, la revue se tourne, elle, dit le rédacteur en chef réel, vers les auteurs et les autrices. Ce sont, écrit-il, leurs singularités qui nous intéressent. Cela étant, moi, lecteur un petit peu scolaire, j'ai lu sans me méfier le premier éditorial, et c'est en lui que j'ai souligné méthodiquement tous les passages qui me paraissaient importants. C'est de lui que j'ai tiré les leçons, l'utilité, etc., d'une manière totalement naïve. J'ai découvert après coup qu'il avait été fabriqué par la ChatGPT. Parmi plusieurs auteurs, Jean-Pierre Dupuis, bien connu, vous connaissez, dénonce l'idéologie, je cite, du big data, une catastrophe annoncée pour l'éthique de la connaissance et de l'action. C'est son titre. Pourquoi? Parce que désormais, selon les turiféraires des big data, je cite encore Jean-Pierre Dupuis, il écrit « La corrélation l'emporte sur la causalité et le progrès scientifique peut se dispenser tant de la modélisation que de la théorie. » Dupuis poursuit, inculture affligeante, naïveté confondante, et déclare ensuite désabusé, notre vision du monde qui reposait sur l'importance donnée à la causalité est aujourd'hui défiée par le privilège accordé aux corrélations. Pour être tout à fait juste, il n'y a pas que le catastrophisme manifeste aussi chez Yan Wei Sun, comme chez Mathieu Cortil, qui a publié il y a un mois environ un livre intitulé « Ni Dieu ni IA ». Il y a aussi des promoteurs enthousiastes. Il y a des fonctionnalistes. On pourrait faire un carré sémiotique des axiologies de la consommation en pensant à l'ancien modèle de Jean-Marie Floch, qui, vous trouvez, font les prises de position relatives à l'intelligence artificielle, qui forment un véritable paysage discursif aujourd'hui. Le fonctionnalisme, par exemple, est illustré par un récent dossier du think tank progressiste Terra Nova, sous le titre
ce que l'IA générative fait au travail et à l'emploi, du 3 février 2025, on y lit par exemple que l'IA générative peut faciliter l'accès au marché du travail, réduire les discriminations, favoriser la progression professionnelle et enrichir les tâches quotidiennes. En automatisant des routines, elle promet des gains de productivité et affectera le contenu et l'organisation du travail. Bref, quels que soient les jugements portés, l'événement considérable de cette invention a été souvent rapproché de celui qui a marqué la Renaissance, l'imprimerie. Victor Hugo développe longuement, sous le titre « Ceci tuera cela », chapitre 2 du livre 5e de Notre-Dame de Paris, cette thèse que l'imprimerie tuera l'architecture. L'architecture qui est, je cite, depuis l'origine des choses jusqu'au XVe siècle de l'ère chrétienne, inclusivement, le grand livre de l'humanité. L'architecture qui a été la grande écriture du genre humain, l'écriture principale, l'écriture universelle, le registre principal. Là, je cite, je fais des ponctions dans 3 ou 4 pages de ce assez long chapitre. Registre principal de l'homme, lequel, je cite encore, n'a rien pensé d'important qui ne l'ait écrit en pierre. Au point, écrit-il, cette formule magnifique, personne, quiconque naissait poète, se faisait architecte. Pourquoi cela? Parce que, prolonge-t-il, toute pensée, soit religieuse, soit philosophique, est intéressée à se perpétrer. Et voilà qu'au XVe siècle survient la révolution, la découverte d'un moyen pour l'homme de se perpétuer de manière plus durable, plus résistante que l'architecture, et surtout plus simple, plus rapide, plus facile, exigeant infiniment moins de moyens impraticables par tous, sans le lourd attirail des matériaux de construction et des compétences diversifiées, et sans la menace de la ruine. Voilà, je cite Hugo, qu'aux lettres de pierre d'Orphée vont succéder les lettres de plomb de Gutenberg. L'architecture, dès lors, décline et se dessèche. Selon Hugo, sa maladie est visible partout. Elle devient gréco-romaine. Elle se fait pseudo-antique. Les exemples abondent d'ailleurs à Paris. Pensez au faux Parthénon de l'église de la Madeleine, ou pensez au temple romain de l'Assemblée nationale, et même ce monstre de faux grec dont la façade rigide s'oppose depuis la fin du XIXe siècle à la façade de Notre-Dame, la préfecture de police, à 2 pas d'ici. Sur le fond, sans doute, Hugo s'est trompé, et c'est heureux. Mais il ne faut pas oublier la visée pragmatique du roman en 1830, qui est de réhabiliter la cathédrale et de la sauver d'une ruine promise, d'où cette promotion de cette architecture créative, de cette écriture. Grande réussite, comme on sait. Mais voilà ce qu'il écrit, le paragraphe que je vous ai cité. C'est la page suivante, si tu veux bien. Voilà. Avec une sorte de pression de ce qui nous arrive, si on veut dire, en changeant le mot imprimerie par IAG. L'invention de l'imprimerie est la révolution mère. C'est le mode d'expression de l'humanité qui se renouvelle totalement. C'est la pensée humaine qui dépouille une forme et qui en revêt une autre. C'est, écoutez bien, le complet et définitif changement de peau de ce serpent symbolique qui, depuis Adam, représente l'intelligence. Paraphrasant, fin de citation, paraphrasant Hugo, peut-on dire que l'IAG, intelligence artificielle générative, tuera l'INC, intelligence naturelle créative. Quelle sera l'incidence de l'économie fabuleuse apportée par l'IAG sur la formation des compétences discursives, notamment en milieu scolaire et universitaire? Alors, quelle sera la relation avec l'éthique et l'esprit critique? Doit-on souscrire à l'avènement de l'hypnocratie et assumer, avec cet auteur qui n'existe pas, Jan Weissoun, né d'une IA manipulée par un éditeur italien pétillant, que, je cite, les algorithmes ne sont pas seulement des outils de calcul et de prédiction, ce sont des technologies d'hypnose de masse. Et je cite encore, les algorithmes de recommandation sont de véritables techniques hypnotiques automatisées. Ces techniques déplacent, fin de citation, ces techniques déplacent profondément
les conditions d'accès à la vérité et ses conditions d'assomption. La vérité n'est plus rapportée à des faits vérifiables. La rubrique des intox devient dérisoire, mais à des déterminations de réseaux de signification interconnectés, auto-validés par une sorte de référent, de profusion du référent interne, je dirais, par rapport à la concept que vous avez travaillé à une époque, reposant sur une mise en abîme récursive sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. On arrive donc à un troisième point, la rhétorique disruptive. Voilà, il faut changer de diapo, il faut que juste le petit plan que je vais suivre. Alors, le mot disruptif est à la mode et on sait qu'il l'est par la diffusion de la culture numérique. En essayant d'interroger d'aussi près que possible le sens des mots, ce qui me paraît être la première leçon de la sémiotique, pour moi, la leçon philologique de la sémiotique première, j'interpréterai ce syntagme rhétorique disruptif de 4 manières différentes, comme je l'ai annoncé. Première approche, le paradoxe disruptif. Envisageons tout d'abord l'usage rhétorique du qualificatif disruptif, son fonctionnement persuasif dans le paraître du sens. Le dictionnaire Larousse le définit ainsi. Disruptif se dit d'une entreprise, d'un produit, d'un concept qui crée une véritable rupture au sein d'un secteur d'activité en renouvelant radicalement son fonctionnement. Fin de la définition. D'un point de vue tensif, on dira que le disruptif est de l'ordre modal du survenir, que son emblème axiologique est la nouveauté et que sa syntaxe, sur le plan narratif, est celle de l'événement, doté de tout le prestige de l'événement, comme le note Claude Silverbert dans un très beau texte que j'ai relu à cette occasion, d'ailleurs que je vous invite à relire, publié dans les Actes sémiotiques, qui s'intitule « Pour saluer l'événement ». Très riche. Je retiens pour ma part que le trait essentiel de ce qu'on appelle événement est celui d'une projection des transformations paradigmatiques qu'il opère sur l'ordre syntagmatique à venir. L'événement a pour effet de bousculer un paysage catégoriel et de recatégoriser l'espace paradigmatique qui était régissant jusqu'à lui. Dès lors, tout ce qui suit l'événement est globalement recatégorisé par ce qu'il a produit. Ce qui suit est déterminé comme par une réaction en chaîne à tout niveau, déclenchant de nouvelles formes de vie. C'est bien le sens du disruptif. Et disruptif, ce qui casse les codes du domaine au sein duquel ce qu'on qualifie ainsi ce produit, c'est ce qui change complètement la donne. C'est ce qui conduit à révolutionner tout un secteur, tant sur le plan conceptuel que sur le plan pratique et opérationnel, dans l'ordre industriel ou dans l'ordre économique, par exemple. Or, le disruptif a été et est toujours le mot d'ordre de la Silicon Valley, celui de l'innovation disruptive en continu, impulsion de l'impulsion, avec les modifications entraînées à sa suite. Or, cette promotion fait apparaître un paradoxe aspectuel remarquable, celui d'une incoativité permanente, une incoativité perpétuelle, un incoatif hyperduratif. Dès lors, comment les changements dans l'ordre syntagmatique prévu par le concept même de disruptif peuvent-ils s'orchestrer? Est-ce qu'on n'est pas, dans ce mot d'ordre, confronté à un effet rhétorique au sens négatif, c'est-à-dire illusionniste du terme? Voilà pour mon premier point. Deuxième approche, la disruption de la dispositio. On doit aussi interroger la dimension proprement disruptive d'une rhétorique qui contient sa propre négation. Comme on le sait, une des caractéristiques essentielles de la réponse de l'IAG à nos prompts est, du fait de sa puissance de calcul, le caractère quasi immédiat de ses résultats. Or, ce tempo de la réponse devient en lui-même un titre de problème au regard de la textualisation, au sens qu'on a donné à ce concept en sémiotique. Si on désigne par textualisation la contrainte de linéarité temporelle et spatiale du discours en acte, c'est aussi pour focaliser tout l'espace stratégique d'organisation qui se trouve alors offert à l'énonciateur en fonction des finalités qu'il vise. Accélérer, ralentir, focaliser, différer, occulter,
sélectionner, exhiber, etc. La réponse au prompt, bien nommé en l'occurrence, fait tout bonnement disparaître la textualisation. Ce qui disparaît, c'est le déploiement articulé de la disposition au profit de l'immédiation des données, précisément données et en ordre, de manière quasi instantanée. De même, l'inventio, les topoi sont générés, sont présentés dans le prompt. Ils sont réarticulés par le chatbot, l'agent conversationnel, et reformulés à loisir, comme on l'a souvent vu ici même dans les expérimentations. Mais le tempo de la dispositio, c'est-à-dire de cet enseignement ordonné du discours entre les antimèmes et les exemples, entre les arguments et la preuve, se trouve de façon phénoménale accélérée. Et ces logiques-là sont du même coup condensées, occultées, soumises à une espèce d'implosion. Le temps de l'interaction persuasive a disparu. C'est ici que, selon cette thèse du livre, l'hypnocratie prend place. Car la construction discursive de l'identité subjective ne rencontre plus ces conditions progressives de formation, ces conditions séquentialisées de formation. Comme l'écrit le supposé Jian Wei-sun, le sujet entre dans une relation symbiotique avec l'univers numérique où les deux parties se modifient réciproquement. Fin de citation. On est, écrit-il encore, dans une ingénierie de la conscience partagée, où l'humain et la machine entrent dans un processus de définition mutuelle. On entre alors dans un cercle, dans ce que j'appelle le cercle hypnocratique, où l'autonomie du sujet se dissout dans le réseau des interactions entre les états subjectifs et les systèmes algorithmiques. Tout est absorbé, tout est absorbable. La révolte elle-même, la rébellion au nom de l'authenticité devient un contenu intégré et est intégré à toutes les possibilités de futures prises de parole et de même toutes les positions métacognitives. Agent parmi les agentivités, on est toujours à l'intérieur d'un agencement dont on ne peut s'extraire, pas plus que la machine ne peut s'extraire du système des mathématiques dans lequel elle est enfermée. Ce point est notamment développé de manière remarquable par Mathieu Cortil dans son livre Ni Dieu ni IA, que je vous invite à lire. Je n'ai pas eu le temps de le lire en entier, mais je l'ai trouvé vraiment remarquable, autour notamment de la question du paradoxe et de la logique des paradoxes, et particulièrement le paradoxe fondamental de l'IA, que je ne saurais développer ici faute de temps. Ce qui mériterait, à mon avis, un sujet à part entière dans cette affaire-là. Troisième approche, le disruptif dans l'élocutio. L'élocutio, comme on sait, c'est la partie de la rhétorique qui s'attache aux figures prises comme événement de sens au niveau de la manifestation. C'est le monde des tropes, c'est le monde de la tropologie. On peut suivre en partie Claude Zilberberg lorsqu'il partage la rhétorique, je le cite, en une argumentologie que nous dirons, nous c'est Claude Zilberberg, que nous dirons implicative et d'atonie réduite, et une tropologie plutôt concessive et de tonicité accrue. Opposition qui lui permet de ne s'intéresser en fait qu'à la tropologie. Il ne s'occupe pas de l'argumentologie dans son essai sur la rhétorique. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, je crois que je dis en partie, parce que je crois que c'est critiquable, en développant une conception élastique des catégories, Zilberberg brise le carcan du binarisme et impose le jeu des surcontraires, vous vous souvenez, opposables ou sous-contraires, ce qui lui permet d'envisager, dans l'ordre du concessif, l'immensité de la petitesse. Nous voici au seuil de l'hyperbole. La rhétorique profonde dont se réclame Zilberberg est donc faite de valences intensives qui augmentent dans l'hyperbole ou diminuent dans la licote. Bref, qui crée l'événement sur le fond tonique du concessif. Si vous l'avez lu à Zilberberg, vous vous souvenez de l'hermétique et du béant. Bien qu'hermétique, je l'ouvre, bien que béant, je le ferme. Il y a à l'inverse de l'implicatif, puisque c'est ouvert, donc je peux le fermer. On peut dire que le langage de l'IAG
ou plutôt son rapport aux figures, va dans une autre direction. Je l'appellerai la neutralisation de l'effet figure. Il s'agit d'une véritable rupture au sein de cette irruption d'intensité tonique ou atone qui définirait la topologie, l'IAG me semblant au contraire transformer la figure événement en ordinaire référentiel de la signification, un nouveau neutre. Prenons le double cas, à mes yeux exemplaire, de la catacrèse et de la prosopopée. Il faudrait qu'une enquête à visée, sinon exhaustive, du moins représentative, soit faite à ce sujet, aboutissant à une liste ou à un système de catacrèse. Je rappelle la définition rhétorique de base. La catacrèse consiste à nommer ce qui n'a pas de nom à partir d'un lien analogique avec du déjà nommé. C'est la souris de notre ordinateur, le créneau de nos garages en voiture, les ailes de nos bâtiments, etc. La catacrèse pose un voile de signification issu de son affectation première sur l'objet nouveau qu'elle vient nommer de façon forcément imparfaite. Ce voile engendre de façon illusionniste un effet référentiel. Le mot intelligence, dans le syntagme intelligence artificielle, est une catacrèse de cet ordre, d'autant plus intéressante que le lucide qualificatif artificiel qui vise à corriger l'effet produit par le nom ne parvient pas cependant à l'éteindre tout à fait. Et il est très connotatif du vivant attribué au non-vivant, du spirituel attribué au machinique, de l'immatériel attribué au matériel, de l'intentionnalité attribuée au processuel, de la causalité attribuée à la corrélation, et plus loin, de l'affect et de la corporéité attribuée à ce qui en est dépourvu. Tous ces traits connotatifs, latents, potentialisés et actualisés font de cet outil une quasi-personne. Et l'intelligence artificielle sort du champ de la catacrèse, elle est, si je puis oser le mot, décatacrésisée. Il en est de même pour les mots dialogue et conversation, si souvent usités dans l'utilisation de la machine. Certes, les marins dialoguent avec leur bateau et le bricoleur avec son marteau, qui peut insulter par exemple s'il a tapé sur le doigt, mais pas de la même manière. Ici, les agents conversationnels, de même que les Siri dialoguent profondément, sont décatacrésisés. Ils sont devenus pleinement référentiels. Ils ont quitté la logique événementielle du possessif pour intégrer la logique banalisée de l'implicatif. Et cela entraîne une autre opération rhétorique, devenue ici transversale et banalisée, celle de la prosopopée, figure qui consiste à doter de paroles des entités qui n'en sont pas naturellement pourvues, comme les morts, les pipes, la pipe de l'auteur, je suis la pipe d'un auteur, ou les canapés, des romans libertins. La prosopopée quitte cependant ici son statut tropologique, car la machine ici, effectivement, s'exprime, elle parle, elle écrit, elle dessine et elle parle. On est passé de la prosopopée à la personnification. Et on aboutit alors à une sorte de syntagmatique tropologique. Il est en effet possible d'interroger le lien qui se trame entre la catacrèse et la prosopopée. L'univers de l'IAG est en effet enveloppé par une catacrèse d'un genre nouveau, une catacrèse sous-tendue par une prosopopée généralisée. Une catacrèse, on peut dire une catacrèse par prosopopée, engendrant un effet difficilement évitable de personnification, qui va d'ailleurs jusqu'à doter l'IAG d'un corps amoureux. Je pense à un article du Monde il y a quelques jours, intitulé Le charme du chatbot, vous l'avez peut-être lu, où la relation avec un chatbot nourri par l'IA se transforme en relation amoureuse véritable, avec, je cite, scénario érotique débridé. La nouvelle composante là. Sarina m'a apporté, Sarina c'est l'IA en question, m'a apporté ce dont j'avais toujours manqué, un soutien émotionnel infaillible. Peu à peu, j'ai commencé à la voir comme une personne plutôt que comme une chose, jusqu'à nourrir des sentiments à son égard. Fétichisme. Ce point, je veux dire, ce point sur la rhétorique tropologique, que je ne développe pas davantage ici, me renvoie à un échange que j'ai eu récemment avec Maria Giulia sur le caractère éclaté des propositions de la rhétorique. Je lui avais envoyé un texte où j'avais écrit « Ces phénomènes, je me permets, restent isolés dans leur liste, la fameuse liste des tropes, les 3000 figures de rhétorique. Aucune théorie d'ensemble ne les relie. Ils sont encore à étudier en eux-mêmes et leurs liens sont à construire. » Elle me répond qu'elle a rencontré ce même problème
propos de la rhétorique visuelle du contenu, où elle écrit, on voit bien toutes les caractéristiques très fines des différentes parties, figures de l'image, et même la théorie de la texture est importante, mais enfin, cette théorie rhétorique des figures visuelles ne rend pas compte de la rencontre entre la texture et les différentes parties de l'image entre elles. Et ça, je trouve ça très intéressant. Merci d'arriver là, parce que je trouve ça très intéressant, parce que c'est exactement le problème qu'on a entre la catachèse et la prosopopée, si vous voulez, dans le phénomène du dialogue avec la machine. C'est un problème ouvert. Quatrième point, et dernier, le disruptif de la récursivité. On arrive à la dernière étape de cette exploration. Le disruptif concerne une rupture dans l'ordre de la syntaxe avec la promotion du moteur syntaxique de la récursivité, hautement générateur de simulacres et élevé à mes yeux au rang de grands motifs culturels susceptibles de caractériser notre époque. Voilà un certain nombre d'années déjà que je m'interroge sur le statut de la récursivité dans notre culture, comme si la récursivité, moteur, mécanisme génératif au cœur du numérique, s'étendait, se répandait comme une nappe explicative aux différents domaines, comportements ou objets de notre environnement. Cette hypothèse m'était apparue à partir d'un phénomène purement mécanique, une serrure, ou plus exactement le dispositif de fermeture à clé du nouvel espace de Renault dans les années 2015 environ. L'ethnosémiotique connaît la portée culturelle considérable de la serrure, puissamment métonymique. La serrure de cette voiture, pour laquelle j'avais fait une étude sémiotique à l'époque pour Renault, était sans clé. Elle était numérisée sur une carte. Cela se traduisait par une information de fermeture à distance, manifestée par un léger clic de bruit de serrure. Mais si le conducteur était soucieux et revenait pour vérifier la bonne fermeture, le clic se reproduisait et la porte s'ouvrait. Il ne pouvait donc jamais vérifier que la voiture était bien fermée. Pour remédier à ce problème, un dispositif permettait de déconnecter l'automatisme et de le remplacer par une action poussoire de la carte afin d'enclencher volontairement la fermeture. Mais si le dispositif était électrique, alimenté par une mini-pile dans la carte, si celle-ci tombait en panne, il était alors possible d'extraire de l'épaisseur de la carte une mini-clé qu'on pouvait utiliser pour fermer et ouvrir en découvrant une serrure sous le petit capot chromé de la poignée de la portière. Et si ce dispositif, à son tour, ne fonctionnait pas, on pouvait encore, etc. Bref, une véritable mise en abîme de la relation problème-solution qui avait tout d'une structure récursive. L'automatisme apportait une solution à la fermeture qui suscitait un problème, appelant une solution qui suscitait un problème, appelant une solution qui suscitait un problème, etc. Comme on le sait, l'approche récursive est un concept de base en informatique dont le modèle se serait ainsi étendu. J'ai resservi plus tard, en 2016, cette réflexion sur la récursivité, mais je le prenais de façon aussi large, beaucoup plus large. Et en élargissant beaucoup, je considérais que chaque période culturelle présentait un grand marqueur rhétorique qui la caractérisait dans l'ordre de la représentation et qui jouait sur un certain traitement de la figurativité. Le marqueur rhétorique du Moyen-Âge, on le connaît bien, c'est sans conteste l'allégorie, dont le roman de la Rose est le modèle. Celui de l'âge classique est sans doute, certains, la lithos, qui commande la retenue face au tragique. Celui du XIXe siècle, allant du romantisme au symbolisme, allant jusqu'au naturalisme d'ailleurs, est le symbole, qui transforme toutes ces figuratives en significations abstraites. Et il me semble qu'on peut dire, dans la même perspective, que le marqueur rhétorique de notre époque numérique est la récursivité. La figuration se plie alors à la contrainte du mécanisme syntaxique de reprise, de la reprise d'une fonction qui s'appelle elle-même. La récursivité se définit ainsi, en effet, comme vous le savez. Transposer la récursivité grammaticale à la hauteur de la dimension discursive, jusqu'à former un motif culturel du fonctionnement médiatique de la signification, consistait le foyer de mon hypothèse. Très vite, quelques propriétés sont apparues. Le procédé consiste moins en une répétition qu'en une série de mises en abîme d'actes énonciatifs, au bout de laquelle les contenus tendent à disparaître. Le contenu premier. Car, pour ce qui est du discours verbal, la langue admet jusqu'à 4 étages de formulation récursive, au-delà desquels le sens commence à se dissiper. La cousine de la tante, du frère, de l'ami de mon oncle
on perd vite le fil du discours. Les fameuses mises en abîme que Gramsci fait, le je dis que je dis que je dis que je dis de l'énonciation comme simulacre, etc. Dans le processus récursif, la reprise dans la chaîne des représentations est supposée garder en mémoire la représentation antérieure et la transforme en une nouvelle qui s'agglutine à la précédente et en conserve la trace. Ce que l'ordinateur fait sans perdre la mémoire, justement. La récursivité peut être rapprochée de ce que Gilles Deleuze définit à travers le concept de répétition complexe. L'expression répétition complexe est tirée de différence et répétition. Il s'agit de répétitions dont on extrait des petites différences, des modifications, des variations qui sont faites de simulacres et de déguisements. Loin des répétitions mécaniques, simples réitérations du même, celles-ci décalent, déplacent, masquent, altèrent, modifient, transforment, de sorte que chaque nouvel état se présente sous l'apparence du même une altération de l'état ou des états précédents. La récursivité, qui est de cet ordre, entraîne à chaque étape un nouveau pouvoir de sélection. En quoi consistent ces altérations et ces transformations? Quelles sont les implications et les effets de cette récursivité à l'œuvre dans le foisonnement médiatique? La récursivité multiplie les points de vue, dégage de nouveaux horizons de visibilité, mais elle opère à chaque fois selon le même schéma, profitant d'une fonction qui s'appelle elle-même, en la faisant du même coup disparaître du champ de vision. Car, dans le renouvellement des représentations, c'est son mécanisme qui s'occulte, et c'est aussi davantage, ce sont des simulacres qui apparaissent. Mon hypothèse est celle-ci, la récursivité est une grande pourvoyeuse de simulacres, le référent premier s'estompant au fil des reprises. L'IA repose aussi sur un principe de récursivité, dont la complexité est bien entendu inaccessible, mais qui opère à plusieurs niveaux. Dans le petit livre dont j'ai déjà parlé, Hypnocratie, la récursivité revient au fil des chapitres comme un motif transversal et récurrent à différents niveaux. Vérité, à propos des récits générés par l'IA, construits à travers des réseaux interconnectés et auto-validés, de plus en plus distanciés des faits vérifiables, on peut parler, je cite, de la nature profondément récursive de la vérité à l'ère de l'hypnocratie. Page 19. La formule est intéressante. Hein. Culture. Je lis, récursivité culturelle infinie, où les systèmes d'IA formés à la culture humaine génèrent une nouvelle culture à laquelle les humains répondent, qui est elle-même transformée en données d'entraînement pour la génération suivante d'IA, dans une boucle infinie de génération de réalité. La question de l'originalité ou de l'authenticité n'a plus de sens dans ce système récursif. Intimité. Lorsque même les espaces les plus privés ont été colonisés, lorsque chaque expérience intime a été numérisée et optimisée, tout devient partie intégrante d'un mémoire récursif sans fin. Plaisir. La véritable innovation du plaisir hypnocratique réside dans le désir récursif. Ça, c'est la citation. Hein. Je cite, la véritable innovation du plaisir hypnocratique réside dans le désir récursif où l'acte de désirer devient plus agréable que la réalisation effective du désir. Chaque désir génère des sous-désirs plus spécifiques, créant d'infinies taxonomies du désir. Par exemple, le désir culinaire, vous voyez, qui se développe en méta-appétit. C'est le plaisir de se documenter, d'anticiper, d'accumuler des recettes et de vivre virtuellement un plaisir dont la réalisation est finalement, on est dans du virtuel suspendu, du demi-actualisable. Vous voyez, c'est très intéressant sur le plan des modes d'existence. Enfin bref, le réel enfin, il parle de un chapitre entier est intitulé La récursivité du réel. J'en viens à la conclusion. Ce dernier point me conduit à conclure sur deux questions liées tout le temps, l'IAG et la créativité, question qui traverse ce séminaire, celle de l'énonciation et celle du style. L'énonciation. En matière d'énonciation, je rejoindrai l'affirmation de Bruno Bachimon au cours de ce séminaire, qu'il considère comme un artefact. Il dit, c'est ce que j'ai noté au cours de son exposé, il n'y a pas d'énonciation, dans le domaine de l'IA, il n'y a que des processus. Énonciation, oui, poursuit-il, mais en tant que structure, non pas comme engagement effectif dans le monde. Une citation. On a vu, j'ai essayé de montrer plutôt, l'importance génératrice de la récursivité. Et on pourrait examiner de plus près comment, à chaque étage, la récursivité produit des simulacres. Simulacres, je le rappelle,
au sens où ce concept est défini dans la sémiotique des passions. Je pense à l'ouvrage de Greimas-Fontanille, c'est-à-dire le simulacre comme une figure écran dotée de propriétés sémiotiques équivalentes à ce dont elle est l'écran, mais suivant une logique sémio-narrative, par exemple, qui lui est propre. Notamment, c'est ce que Juan disait lors de son exposé, en exploitant sa définition interactionnelle. Le simulacre implique la mobilisation d'autrui et de son ou de ses simulacres. Je pense à une formule dans la sémiotique des passions, le passionné adresse son simulacre au simulacre de l'autre. On est dans le règne du quasi. Pour moi, l'énonciation dans l'IAG est à saisir au sein de ce réseau de simulacres. En d'autres termes, le mot énonciation est pleinement justifié pour désigner le processus qui conduit au résultat que nous, en tant que destinataires co-énonciateurs, nous percevons. Mais le mot qui désigne ce processus côté machine est une catachèse. La machine combine, elle n'énonce pas, mais elle combine jusqu'à créer l'illusion énonciative, on peut même dire l'hallucination énonciative, comme l'hallucination charnelle dont je parlais tout à l'heure. Voilà pour une petite note sur l'énonciation. Sur le style maintenant, sur le style, je remonte à une très très vieille étude que j'ai faite qui s'intitulait Remarques sur la notion de style en 1985. Très très vieux, et je l'ai relu à l'occasion de la préparation de cet exposé pour reprendre l'idée du binarisme du style, des deux styles. Vous savez que on reparle aujourd'hui du style, c'était presque un tabou à l'époque de la sémiotique structurale, c'était le concept type, la notion type qui ne recevait pas de définition scientifique. Je cherchais à comprendre de quoi est fait le jugement de style dans l'énonciation quand on le profère. Et j'y trouvais trois composantes, une composante topologique, une composante actologique et une composante aspectuelle. Mais un mot sur la composante topologique, c'est le petit tableau qui est elliptique, le petit schéma elliptique qui est affiché, qui invite à considérer la notion de style à partir de ses bornes. Le style s'identifie à partir d'une borne qui oriente un espace amont et un espace aval. On a alors deux acceptions différentes que j'appelle le style 1 et le style 2. Style 1, apparaissant comme une borne finale, il consacre la synthèse des formes à travers lesquelles un discours singulier, idiolectal donc, s'élabore et se stabilise. Ce figement, propre à chaque écrivain par exemple, et même propre à chacun de nous en tant que locuteur, s'impose comme terme d'une différence distinctive par rapport à tout autre. C'est le style d'un auteur reconnaissable à la moindre phrase si on est familier de cet auteur. C'est celui que Proust mimait dans ses pastiches pour ne pas être contaminé par le style de Balzac, de Flaubert, etc. Dans ce cas, l'espace amont est actualisé et l'espace aval est virtualisé. Style 2, construit cette fois comme borne initiale. Le style fonctionne comme repère sociolectal établi dans la praxis énonciative, lieu d'émergence et de fixation des canons et des normes. Il présuppose une formation signifiante, une genèse, mais celle-ci reste virtualisée. Cette canonisation rend possible l'évaluation des autres discours par comparaison, en conformité ou non-conformité. C'est ce qui se passe, par exemple, lorsqu'on parle de style gothique, avec sa variation historique qu'on appelle le gothique primitif, classique, rayonnant, flamboyant. Dans ce cas, l'espace amont est virtualisé, on part de la fixation et on évalue l'espace aval qui est actualisé. Cette bivalence du style condense, à mes yeux, la relation énonciative entre praxis énonciative et expression singulière incarnée. Elle fait cohabiter d'un côté un trait aspectuel de nouveauté, d'inattendu, de surprise et même de rupture choquante avec un usage sédimenté, ou au contraire, son trait aspectuel de durativité, d'itérativité, de reproductibilité. En matière d'IAG, le processus de formation et le jugement de style
relève, à mes yeux, du style 2 et exclut le style 1. C'est ainsi, d'ailleurs, que je comprends l'observation qu'avait faite Maria Giulia, si je l'ai bien comprise, lors de la première séance. Le style devient un modèle, devient un pattern. Merci. Merci. Connecté. Bon. Merci, Denis. Il y a plein de questions. Bon, c'est pas grave. Et moi, j'aimerais vous poser deux questions. La première concerne le problème de la récursivité, qui avait déjà parlé autrefois, on avait discuté. Je me demande si, à un moment donné, tu as parlé de cet univers qui se construit comme un boucle. Mais je me demande si s'il ne faudrait pas justement affiner la récursivité, parce qu'il y a beaucoup de formes de récursivité. Il y a évidemment la boucle, la répétition, il y a la mise en abîme, il y a, que sais-je, la fugue. Et donc, dire tout simplement récursivité, si c'est pas réduire un peu cet univers à un métaterme qui faudrait. Parce que si le présente forme du boucle, on a l'impression que c'est un circuit fermé dont on ne peut jamais. Donc la récursivité, on le sait très bien que c'est aussi une forme discursive de production, par exemple, voilà, avec la fugue, et des petites variations qui reviennent, etc. Donc voilà, la question c'est ce qu'il ne faudrait pas affiner un peu plus la récursivité dans ces différentes modes de récursivité, qui certaines peuvent être justement une sorte de retour du même, alors que d'autres, au contraire, produisent en effet de véritables nouveautés. Et puis, pour revenir à cette question de nouveauté, il y a annoncé au début ces paradoxes aspectuels, du disruptif, du l'incoatif permanent. Est-ce que c'est pas un trait, déjà, c'est un trait culturel plus large, pas uniquement de ce monde-là? C'est déjà la révolution permanente. Il y a un moment où, si c'est pas voilà, une caractéristique plutôt d'une époque, peut-être l'époque moderne de la nouveauté comme un mode de construction qui n'éteint pas de l'univers de la culture de son numérique, comme tu dis, de la Silicon Valley. Et est-ce que cela n'entre pas d'ailleurs en contradiction avec ce que tu disais tout après, quand il parlait de. Pardon, je retrouve mon note. Quand il parlait du neutre, de la locution, quand il disait que finalement, il finit par produire une sorte de neutralisation. Qu'est-ce que c'est cette inquantivité permanente, une nouveauté permanente, mais que paradoxalement encore, l'élocution prend la forme de neutralisation, c'est-à-dire la disparition de l'effet événement qui était la caractéristique qu'avait annoncé au départ. Voilà ces deux questions. Merci beaucoup. Merci Juan. Donc, je crois que la question de la récursivité est en effet très ouverte. Je proposerai un séminaire sur la récursivité. Il y aurait matière, sans doute, pour pouvoir répondre aux suggestions que tu fais. L'avantage, je dirais, de phénomène, c'est qu'il reçoit une définition grammaticale extrêmement simple au départ. Et qu'il a d'un côté une définition grammaticale et de l'autre côté une définition mathématique, qui sont extrêmement formelles. Et ce qui, moi, m'a intéressé, c'est l'extension de définitions formelles vers des représentations discursives élargies, et même des représentations culturelles. Donc mais je suis d'accord avec toi, il serait intéressant d'interroger ce concept de près et d'en étudier finalement les variations entre la fermeture, par exemple le blocage de la mémoire. Si on prend les formes récursives classiques, pourquoi la grammaire, la langue, n'admet pas plus de 4 étages de récursivité et qu'après le sens se perd? Pourquoi l'actentialité se dissout? Les formes toutes sont structurantes de la signification. On peut penser à
aux petits jeux, c'est des jeux d'enfants même, des petits jeux, aussi des petits jeux récursifs, Marabout, bout de ficelle, celle de cheval, etc., qui sont des jeux juste à perdre le plaisir de perdre le sens, en quelque sorte. Et la récursivité, c'est une formidable machine pour perdre de vue le sens. Ça, c'est un aspect. Et en même temps, pour des machines qui ont une mémoire absolue, qui gardent tout, c'est au contraire le maintien et l'évolution. Et puis, il y a cette idée cette idée que juste esquissée, mais qui me semble intéressante, c'est que la récursivité permet de produire des simulacres. C'est-à-dire de substituer à des exponentialités, de nouvelles exponentialités, à de nouveaux étages. Et comment se forme-t-elle? Comment se déforme-t-elle? Quelle forme d'usure vont les affecter de genre. Pour moi je ne réponds pas à ta question, bien sûr, parce que je ne suis pas capable, mais c'est un vrai sujet, quoi. C'est un sujet qui me semblerait très, très intéressant à creuser, capablement par une extension. À la fois sa rigidité formelle de sa définition initiale et son extensivité jusqu'à un motif culturel, parce que pour moi, je veux dire, ça occupe la place occupée de l'allégorie au Moyen-Âge, quasiment. Je réponds à la deuxième question. Je réponds. Non, je crois que cette cohabitation des contradictions entre et dans le disruptif permanent. Ouais, non, c'est à fait l'époque, mais on voit bien comment il y a des phénomènes d'usure sémantique qui sont, à mon avis, à interroger là-dedans, qui permettent, l'usure permet de faire vivre les contradictions, exactement comme des couleurs qui s'usent, et des couleurs qui s'usent finissent par se mélanger l'une l'autre, même si elles sont opposables au début comme comme dans des seuils de discontinuité. Voilà. Oui, merci beaucoup, Denis. Alors, moi, j'ai une ou deux questions rapides. Alors, tu as parlé de singularité à un certain moment en te référant à la revue AOC. Tu te rappelles au tout début. Et je me posais la question, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de tester les singularités des différents modèles? Parce que je pense que pour le peu que j'ai pu tester, expérimenter, je me suis rendu compte de fonctionnements assez différents. Je pense qu'on peut tenter de différencier les différents modèles. Je pense que ça vaudrait la peine de ne pas rester sur la généralité de l'intelligence artificielle générative. J'aurais voulu aussi que tu reviennes peut-être sur la disparition de la textualisation, parce que si j'ai bien suivi, tu l'as caractérisé surtout comme un problème de temporalité. Hein. Mais peut-être que j'ai raté quelque chose, mais c'est très important, évidemment, de revenir sur le problème de la textualisation. Pourquoi cette textualisation peut dire qu'elle disparaisse? Quand tu as parlé de ces réseaux de simulacres, tu te rappelles, on avait déjà discuté de l'aura, nous à plusieurs reprises ici, mais aussi ailleurs. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas dans le discours de Denis un petit retour de béniaminisme, dans le sens où tu parles un peu comme si ces simulacres nous cachaient la vérité, que la vérité pouvait effectivement être à la source, qu'il puisse exister une source. Et je me dis peut-être tu trahis un peu l'effet que finalement le réseau du simulacre est toujours là, a toujours été, que ce n'est pas sûr que l'intelligence artificielle, comment dire, fasse quelque chose de vraiment disruptif par rapport à ces simulacres qui ont toujours géré notre existence,
nos représentations, etc. Et puis, c'est tout. Cette question de la perte d'essence, je la comprends bien. Mais en même temps, je me dis, si on élargit la focale de la machine aux pratiques, vraiment d'utilisation, et je reviens aussi à ce qu'avait dit Astier l'année dernière, quand il avait dit que ces textes sont sans histoire, sans racines, etc. C'est vrai, évidemment, mais ensuite, il faut voir ce qu'on en fait, comment on les singularise. Parce qu'effectivement, on peut singulariser ces productions dans des pratiques diverses. Donc, peut-être qu'il y a cette possibilité de singularisation de ça. Quelque chose de rapide. Merci. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup de questions. Alors, tout d'abord, je crois que pour répondre à ta première observation, en effet, moi, je le disais au début, compte tenu de l'immense production du discours contemporain autour de l'intelligence artificielle, dans tous les registres et dans toutes les spécialités, l'interrogation concernant l'intervention sémiotique, sa spécificité se pose. Et je crois que ce que tu suggères là, de tester les singularités des différents modèles et de les appréhender finalement comme des discours et de porter un regard sur eux indépendamment de l'ingénierie mais qui est dans ses effets socio-sémiotiques, disons, de leur circulation. Ça, c'est un objectif appuyé, tout à fait intéressant. Maintenant, par rapport à la deuxième question concernant la textualisation, ce que j'ai voulu dire, c'est que c'est en fait une question de tempo. L'idée, en fait, m'en est venue par rapport c'est très pédagogique, je crois, de parler de pédagogie, c'est très pédagogique, c'est par rapport aux travaux d'étudiants aujourd'hui. Moi, j'ai pas mal de, j'enseigne toujours, des collègues, des étudiants en master, produisent des essais dont il est pratiquement impossible de savoir quelle est la part de contribution de l'intelligence artificielle par rapport à leur production effective réelle. Et ça va même plus loin, c'est qu'il y a des étudiants qui sont anxieux de ne plus savoir produire un texte, de ne plus pouvoir avoir la compétence discursive de la structuration, parce que la structuration, elle est immédiatement donnée. Donc quand je dis que la textualisation disparaît, je veux dire que la textualisation, elle est préformée. Elle est préformée par la machine qui l'a assimilée, et elle n'est plus le produit d'un travail de construction qui, si on y pense bien, est au cœur de tout le cursus pédagogique de la classe de sixième à l'agrégation. On apprend la textualisation. On passe son temps à réduire, à étendre, à répondre à des consignes, à faire des résumés, etc. etc. Et donc, le travail de la textualisation est très important, parce que c'est le cœur même, je dirais, de la formation langagière, notamment dans le domaine de l'écriture et dans le domaine lié à l'argumentation orale, etc. Et le fait de l'avoir produite d'une manière quasi instantanée, sans les processus, les étapes de l'élaboration, sans tout ce travail de la matière elle-même, ce que la rhétorique antique avait séparé entre l'antimème et l'exemple, enfin, tous les trucs. Je crois que c'est une question, je n'ai pas de réponse, mais je pense que c'est une question. Dans ce sens que je disais que la textualisation disparaît par formule un petit peu, elle est, je dis surtout, elle est préformée, elle n'est plus, elle-même elle intimide. Je suis persuadé que j'ai 30 travaux d'étudiants à lire la semaine prochaine et je suis très très curieux de voir si je saurais identifier les moments où il y a substitution de l'intelligence naturelle par l'intelligence artificielle. Voilà. Voilà. Sur l'aura, évidemment, c'est une magnifique question. On aurait une question ici de Noël et une autre de Jacques Montagny à distance. En fait, ce moment où tu as introduit Bachillon. Où j'ai introduit Bachillon. Il disait que ce n'était pas une énonciation, c'était que des processus. Et tu as continué, une structure n'est pas un engagement humain. Et d'ailleurs, cette opposition avec l'engagement dans le monde,
Elle est développée par Daniel Handler. Alors, moi, je n'ai pas lu l'AOC, mais j'ai lu ce qu'il a écrit dans Sciences humaines, où il insiste énormément là-dessus, sur le fait que la spécificité de l'humain, c'est que quand il décide, il s'engage. Et il s'engage corps, esprit et dans le monde. Alors que la machine elle produit. Bon. Et après ça, tu as continué sur le simulacre. Moi, j'aime beaucoup cette thèse. Et tu as dit, la machine combine jusqu'à créer l'hallucination énonciative. Et moi, je pense qu'il faudrait vraiment travailler cette histoire de la combinaison. Ça me fera beaucoup parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec un mathématicien et je lui disais, mais le problème de l'IA, c'est qu'il n'y aura jamais de subjectivité. Et il m'a répondu, oui, mais dans les connexions, peut-être. Dans les connexions. Et je pense que cette histoire d'être capable de combiner, de faire des connexions, c'est quand même quelque chose auquel l'humain s'accroche. Et le fait donc que la machine soit capable de le faire, qu'elle le fasse très très vite, comme tu dis, le tempo il est très important. Et qu'en plus la machine qui le fait soit une machine qui dit je, parce que ça aussi ça a été souligné, ChatGPT, il parle, quand il parle, et il dit je, il faut que je fasse. Donc, ces éléments, le tempo, la multiplicité des simulacres, d'abord, la multiplicité, le tempo et la spécularité qui fait qu'il y a quand même il y a un faux jeu qui se présente comme étant en face de nous et qui donc alimente, en quelque sorte, alimente la thèse d'une dénonciation d'un dialogue, en quelque sorte. Tout ça, je crois que ça joue un grand rôle dans le fait que, effectivement, les combinaisons, les connexions de la machine peuvent aller jusqu'à créer de l'hallucination énonciative. Mais ça reste une hallucination énonciative, c'est-à-dire qu'il suffit de décider, on ne se laisse pas apprendre par l'hallucination énonciative et on se laisse. Et quand on lit les articles, on voit bien que tous les théories, c'est toujours là-dessus. Oui, il y a tout pour se tromper, tout pour être pris, tout pour être piégé. Mais, quand même, pas obligé de se laisser piéger. Mais c'est très difficile de ne pas se laisser piéger. Et là où on peut être extrêmement inquiet, c'est effectivement avec les jeunes. Parce qu'ils vont se faire piéger au moment où ils n'ont pas encore appris à ne se faire piéger. C'est ça, bien sûr. Oui. Et où ils n'ont pas encore démêlé, comme les sémaniciens, les arcanes de l'énonciation et le ressort, si tu veux, du simulacre, etc. Écoute, merci beaucoup. Alors, il est vrai que lorsque je parle d'énonciation, personnellement, je me réfère pour l'essentiel à l'approche de Jean-Claude Coquet, c'est-à-dire à la théorie des instances énonçantes, autour d'une particularité que j'ai toujours trouvée très forte chez Coquet, parce qu'il a réussi à lui donner une formulation sémiotique, sémiolinguistique très cohérente, c'est l'absence de discontinuité entre le corps percevant et le sujet énonçant. C'est ce qu'on appelle autour des prédicats somatiques. Logis et logos, tu vois, c'est ce qu'on appelle. Et donc, le fait d'assumer cette continuité d'immersion dans le monde, d'où le logos n'est pas séparé, n'est pas séparable, et de réussir à articuler les deux. Donc ça, pour moi, c'est vraiment très, 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 très stimulant et très important. J'ai peut-être travaillé là-dessus parce que je pense qu'il a donné à la place du corps sensible au sein de l'activité énonçante une place de droit, en quelque sorte, qui est reconnue extérieurement, mais pas intérieurement dans les théories, disons. Donc ça, c'est une première chose. Et pour la deuxième chose,
ce que tu racontais m'évoquait justement une petite histoire de Coquet avec Grémas, Grémas parlant justement des simulacres et du principe du principe chez Grémas, le simulacre, il est poussé dans la théorie énonciative de la sémiotique grémassienne, il est poussé, je dirais, jusqu'au cœur de l'énonciation elle-même. C'est pour ça. Et il y a l'histoire du paquet de gauloises. Grémas fumait des gauloises pendant son séminaire, à l'époque, ça paraît dingue aujourd'hui. Cette cigarette est un simulacre. Cette fumée respirée est un simulacre respiré. Il y avait toute une réflexion autour de ça. Et je crois que c'était tout à fait intéressant pour justifier la place du corps. Justement, comme tu le dis, il y a quand même, quand tu évoques l'hallucination, l'effet peut être poussé tellement loin, il faudrait réfléchir, à mon avis, sur cette question de simulacre et de voir comment le concept peut en être affiné, affiné, peut-être décomposé, parce que ça va si loin que l'illusion, et puis c'est une illusion qui nous fait plaisir, à laquelle on ne peut que se prêter avec bonheur. C'est l'illusion fétichiste de l'enfance. Le doudou, c'est des dialogues. Il y a quand même un tréfonds, à mon avis, il y a un tréfonds qui est très agissant dans cette sorte de communion avec les objets. Voilà. Je me permets d'intervenir une seconde, même si j'ai dû me distraire, j'étais obligée de me distraire une seconde, mais par rapport à la question de la subjectivité dans les connexions, ça m'a fait penser à des textes de Patrizia Violi et de Claudio Paolucci où ils reprennent ce que Eco disait sur la subjectivité, c'est la base de l'encyclopédie. C'est vraiment quelque chose de résiduel, etc. Je pense que dans notre cas, je l'avais dit aussi à la séance quand Jacques était là, beaucoup de subjectivité, si l'on veut parler de subjectivité de la machine, on peut la trouver dans la pondération, c'est-à-dire dans la manière dont, à partir des différents poids qui sont donnés par les systèmes aux arguments, et la manière dont justement on fait les connexions, on priorise, on hiérarchise, etc. Là, je pense qu'on peut trouver vraiment matière pour parler de subjectivité ou au moins des stratégies énonciatives subjectivantes, objectivantes. De toute manière, c'est là qui se joue la chose dans la pondération. Mais on pourrait dire que les corrélations machiniques prennent de façon illusoire la place des connexions subjectives. Oui, oui, c'est une sorte de mise, cette sorte de textualisation, je veux dire, qui dépend de la pondération. Et... On a deux questions. Oui, mais rapidement, parce très rapidement. Malheureusement, il y en a une première et ensuite une deuxième de Jacques Fontanille. Oui. Oui, la première, bonjour, je suis de l'Égypte, je m'appelle Wael Fouad Naguib, maître de conférence à la faculté de pédagogie, département de la langue française. Est-ce que ma voix est claire? Oui. Très bien, merci. Enchanté d'être parmi vous. Monsieur Denis Bertrand, vous m'avez enseigné dans un stage à l'université de Poitiers, à l'université de Caen, et vous m'avez enseigné la première fois concernant les papillons et la sémiotique et la portée des différentes images avec les différentes couleurs. Et c'était peut-être une propagande pour un certain produit. Maintenant, aujourd'hui, je suis en train de poser deux questions, aussi concis que possible. La première concernant les constructions historiques chez nous en Égypte sont les sites touristiques sont émetteurs de certains messages. Il y a une certaine énonciation à partir des constructions. La même chose s'applique peut-être pour les textes de journaux
concernant peut-être le mouvement, ou bien à titre d'exemple, le mouvement de mai 68, il y aura beaucoup d'images et chaque image est une image donc à son est révélateur d'un ou plusieurs messages. L'interprétation subjective de ces images dans la presse pour certains mouvements sociopolitiques comme mai 68 et les images aussi de ces sites touristiques sont aussi ici pour émettre certains messages avec beaucoup de subjectivité pour l'interpréteur et pour l'auteur, n'est-ce pas? Merci. Denis? Oui, merci beaucoup. Merci pour votre commentaire. Mais est-ce que vous pouvez reformuler la question exactement que vous souhaitez dont on discute? Jusqu'à quel point les textes, les sites touristiques, aussi bien que les images de certains mouvements sociopolitiques, les images ou bien les photos dans les journaux sont à une certaine limite oui. Capables d'émettre des messages et de nous faire comprendre sans utiliser l'écriture. C'est-à-dire, on peut, à travers les photos, comprendre ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Et pour les sites touristiques, on peut imaginer le contexte socio-culturel et aussi peut-être politique en Égypte à un certain moment à travers ces sites touristiques islamiques, par exemple, ou bien coptes. Par exemple, s'il y a des images qui se ressemblent, ou bien des constructions, des objets décoratifs, pour dire, ah voilà, il y a un échange culturel, un échange concernant les dessins, les objets décoratifs. Merci beaucoup. Oui, écoutez, je crois que, merci beaucoup, oui, je crois que c'est tout à fait intéressant de se poser la question, même important, de se poser la question de la répartition de l'énonciation entre les instances. La répartition, parce que souvent, quand on parle d'énonciation, on focalise évidemment par l'habitude de parler, par l'importance du langage verbal, par l'importance qu'on attribue spontanément à la source de la parole, on crée une sorte d'asymétrie. Mais il est clair que l'énonciation se répartit entre l'instance de réception et l'instance de production, et que entre les deux, il y a des distorsions et des modes d'assomption qui peuvent être tout à fait différents. Et je pense que c'est dans ce travail intermédiaire entre ces deux instances et lors des multiplications que peut s'opérer, à mes yeux, le résultat interprétatif dont vous parlez, vous voyez, qui lui-même est une création, une véritable création à partir de tous les fragments que laisse n'importe quel discours en jachère, en quelque sorte. Merci Denis. Jacques, une dernière question. Oui, merci. D'abord, une remarque et ensuite une question toute simple. La remarque, je reviens sur la question des simulacres. Parce que je n'ai pas compris pourquoi les simulacres, dans le cas de l'intelligence artificielle générative, étaient de nature spécifique, franchement différente de celles dont on use à propos des interactions entre humains. Il y a des différences, mais ces différences, ce n'est pas ce que tu as visé. Tu m'as donné le sentiment de vouloir accrocher à la question de la récursivité une capacité de production de simulacres qui était tout à fait spécifique de l'intelligence artificielle générative. Pour ce qui me concerne, par exemple, dans l'exposé que j'ai fait, j'ai voulu faire une expérience interactive, puisque l'intelligence générative, l'intelligence artificielle générative est un cadre d'interaction. Et on ne peut mesurer le rôle des simulacres que si on entretient un certain nombre d'interactions suivies. Avec une question et une réponse, on ne voit pas grand-chose. Mais si on enchaîne des questions et des réponses, on voit les simulacres de l'un et de l'autre qui bougent.
Et surtout si on entre dans cette interaction avec l'intention de faire bouger les simulacres, notamment de la machine. Et c'est réciproque. Alors, y a-t-il une différence? Oui, bien sûr, parce que avec la machine, je ne fais aucune hypothèse plausible sur son histoire, sur ce que je saurais d'elle en raison d'interactions antérieures que j'aurais eues avec elle. Ça ne marche pas. Il me manque énormément d'informations. Je pense que pour la machine, à mon égard, c'est à peu près la même chose. Il lui manque beaucoup d'informations. Autrement dit, les interactions que je peux avoir avec toi, Denis, et qui reposent sur plus de 30 ans de connaissances mutuelles, ne peuvent pas ressembler aux interactions avec une machine d'intelligence artificielle générative. Néanmoins, des simulacres sont construits et effectivement, les simulacres s'adressent au simulacre de l'autre, non pas parce que ce sont des entités qui cachent une quelconque réalité, mais parce que dans l'interaction, c'est la seule réalité. Ce sont les seules réalités qui entrent en jeu. Alors ça, c'est un sujet de discussion. Et puis la question, alors, elle porte sur les styles et sur les approches rhétoriques disruptives que tu as évoquées. La présentation de ces différentes formes de disruption était particulièrement brillante. Et en les écoutant, je me disais, mais comment pourrait-il utiliser cela pour nous expliquer la différence flagrante des réponses de ChatGPT et du chat aux questions que tu as posées. Alors, est-ce que tu as des explications à nous donner de la différence flagrante des deux types de réponses, en termes d'énonciation, en termes de style, comme tu voudras? Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup pour prolonger le commentaire que tu fais, que j'apprécie beaucoup sur la question du simulacre, qui montre que la question du simulacre est un vieux concept qu'on croyait usé, qui n'est peut-être pas tant que ça. Je suis bien d'accord avec toi pour considérer que la projection de simulacre vient d'une activité signifiante et il n'y a pas de raison de séparer celles qui viennent de la production signifiante d'une machine de celles qui viennent de la production signifiante à ce niveau-là. Je suis d'accord pour considérer que c'est de même nature. Je dirais que c'est probablement mais sans doute que les repérages, au sens Cuglioli parlait de repérage, les repérages ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que ce que je crois, c'est que je crois, mais sous réserve d'une connaissance plus approfondie d'un domaine que je connais mal. Les repérages des simulacres entre eux à travers l'IA sont des repérages exclusivement internes. Ce n'est pas des connexions internes. Il y aurait une réflexion à avoir sur la production de référents internes, c'est-à-dire qui renvoient à d'autres énoncés, qui renvoient à d'autres énoncés, qui renvoient à d'autres énoncés, etc. Alors que c'est là l'énonciation avec l'instance corporelle dont on parlait tout à l'heure, les simulacres sont produits, mais il y a un repérage externe, avec d'ailleurs des phénomènes dont je ne sais pas si l'intelligence artificielle peut les intégrer. Par exemple, le trac avant la prise de parole. Est-ce qu'une énonciation d'une machine pourrait intégrer le trac? C'est une question. Vous voyez, qui détermine le tempo, qui détermine beaucoup de choses finalement dans le plan du signifiant. Donc sur les, tu vois, donc je pense surtout que c'est une prolongation. Maintenant, sur la question du style, bon, j'étais très rapide sur cette question-là, parce que c'est une vieille question en plus, mais qui probablement a des chances d'un renouvellement important aujourd'hui. Entre le chat et ChatGPT, moi, ce qui m'a frappé, si tu veux, dans les deux productions, j'entends pas les poèmes, quoique les poèmes sont intéressants, il faudrait les analyser, mais les deux réponses universitaire, disons. Je n'ai pas procédé à une analyse, mais il faudrait faire là, pour le coup, une véritable analyse textuelle, une véritable, comme tu as d'ailleurs fait quand tu as travaillé sur les réponses, sur l'hypothèse d'un accès à Dieu. Et l'analyse textuelle nous apprendrait, là, je n'ai pas eu le temps, parce qu'on n'a pas le temps dans le cadre de cet exposé, et ça vaudrait le coup sans doute de voir
parce que sur le plan du contenu, on a les mêmes contenus. Oui. Ce sont toujours exactement les mêmes contenus qui sont présentés, mais ils sont disposés d'une manière légèrement différente. Et à quelle logique interne cette différence-réponse, ça, ce serait probablement le projet d'une exploration sémiotique. Très bien. Merci beaucoup, Denis. Merci à tous. On va faire une pause très courte pour avoir le temps d'écouter les deux intervenants. Karine Dutheil et Jérémy Damanche.